Vincent Hugueux, bonjour. 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 Vous êtes un expert des relations internationales. Vous avez 62 ans, vous avez une quarantaine d'années de journalisme et d'écriture de livres. Et vous avez notamment écrit au moins 7 livres tirant d'Afrique, du despotisme, les mystères du despotisme postcolonial. Kadhafi, l'Afrique en face, 10 clichés à l'épreuve des faits. Les sorciers blondes enquêtent sur les faits, les faux amis français de l'Afrique. Et aussi Afrique, le nuage démocratique. Vous avez vraiment des thèmes qui sont aujourd'hui au cœur de cette actualité africaine. Et alors, pour un peu aller avec un fil conducteur, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est-à-dire les crises, les tensions et cette Afrique en ébullition, est-ce qu'on est dans un autre cycle, on entre dans un autre cycle, celui d'une nouvelle décolonisation comment incarnez-vous cette réalité? Alors, d'abord, merci pour votre invitation. Et pour commencer par une anecdote. Le dernier ouvrage auquel vous avez fait allusion, Hichem, c'est celui-ci, Afrique, le mirage démocratique. Il a été publié donc, aux éditions du CNRS en 2012 et il m'avait été inspiré par le décalage de plus en plus béant que je ressentais entre les réalités du continent tel que je pouvais les découvrir au fil de mes reportages. J'ai quand même le privilège depuis une trentaine d'années de sillonner ce continent de l'Algérie à l'Afrique du Sud et de Djibouti au Sénégal, et la vulgate dominante, notamment en Occident, qui dépeignait une Afrique voguant inéluctablement vers la prospérité et la démocratie. J'avais pu mesurer, notamment au travers d'élections douteuses, combien les fondements de cette assise démocratique étaient fallacieux ou illusoires. Et très sincèrement, j'aurais adoré être démenti cruellement par les faits. Ma conviction a été forgée à cet instant-là que l'Afrique était entrée, contrairement encore une fois à la rhétorique dominante, dans une phase de régression démocratique. Et cette régression, elle repose non pas sur un manque d'appétence des sociétés africaines. Je suis parfaitement réfractaire au raccourci essentialiste à la Jacques Chirac sur le thème « l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie », etc., etc. Mais en revanche, ma conviction, et qui a été d'ailleurs confortée putschiste que nous venons de vivre, c'est le dévoiement de ces visages notamment électoraux, qui a fini par discréditer cet idéal de l'intelligence africaine et à rendre presque désirable un régime militaire, alors que les mêmes animateurs de ces sociétés civiles, un peu pagailleuses mais très vivaces, ont parfois risqué leur vie pour évincer un despote ou empêcher son retour ou la restauration d'un régime militaire. Alors justement, vous avez touché du doigt une question essentielle qui se pose pour l'Afrique, c'est-à-dire que alors que la démocratie est en crise en Occident, est-ce que ce modèle démocratique est-il fait pour ce continent africain? Et ça n'a rien à voir avec une vision culturaliste c'est-à-dire qu'il y a la réalité des faits. C'est-à-dire que c'est un continent extrêmement segmenté, notamment à travers des ethnies et des aires culturelles diverses. C'est qu'aujourd'hui, cette question se pose. Bien sûr qu'elle se pose. Et vous savez, un autre de mes essais était intitulé L'Afrique en face. Donc on va continuer de la regarder en face. Là encore, sans sombrer dans le folklorisme, on peut considérer qu'il y a des modalités démocratiques qui sont propres aux traditions africaines. Bon, pourquoi vous offrir un raccourci un peu simpliste? C'est un peu l'échange de l'arbre à palabre. Comme vous avez dans le monde oriental, la Shura, le conseil, qui peut être une instance de décision, je dirais, démocratique, mais adaptée aux traditions et à l'histoire culturelle des pays en question. Donc,
l'idée de plaquer en Afrique, comme on l'a fait pour les constitutions d'ailleurs, un modèle occidental et a fortiori français dans le défunt Précaré est évidemment inepte. Mais tout aussi absurde, à mon avis, est ce raccourci qui voudrait que, pour des raisons culturelles, voire climatiques, linguistiques ou que sais-je encore, il n'y aurait pas au sein des jeunesses du continent une profonde aspiration au pluralisme, à la discussion, au débat et à une représentativité authentique. Vous avez fait allusion, Hichem, et à juste titre là encore, aux données ethniques. Je m'efforce depuis au moins 20 ans maintenant, soit auprès de mes lecteurs, auditeurs ou de mes étudiants de Sciences Po ou d'ailleurs, de souligner ce qui pour moi est une évidence. Tout lire par le prisme de l'ethnie est absurde. Nier la persistance du fait ethnique et son instrumentalisation par des acteurs locaux ou extérieurs est tout aussi inepte. Il faut, je crois, se tenir, non pas par goût frénétique pour le juste milieu, mais il faut se tenir à bonne distance des deux outrances que je viens de dessiner à l'instant. Vous l'avez dit et vraiment souligné pertinemment en faisant des remarques sur cette vision que vous avez de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les élites africaines, les décideurs africains ne sont pas au cœur de cette transformation, parce que c'est essentiel aujourd'hui pour ce continent. On a l'impression que c'est un continent un peu à la dérive, en quelque sorte, qui vogue d'une façon aléatoire. Est-ce que vous avez ce sentiment? Si l'on revient au paradoxe que j'expliquais tout à l'heure, à savoir ces personnalités de la société civile, du monde politique, du monde culturel, il ne faut pas négliger, qui ont été en quelque sorte des héros, les deux orthographes du mot conviennent ici, des héros d'une aspiration démocratique, et qui aujourd'hui légitiment par défaut ou activement des régimes militaires, feignant d'oublier qu'un pouvoir de nature putschiste conduit mécaniquement à une réduction des espaces de liberté et à l'imposition d'une forme d'arbitraire, peut-être différente de la précédente, mais tout aussi étouffante. Et c'est au cœur de ce paradoxe apparent que se trouve peut-être la réponse à la question que vous soulevez. Pourquoi tel chanteur vénéré, tel acteur de l'opposition, et on en voit des exemples très cocasses au Gabon aujourd'hui, précipite pour, au passage, rafler une position, un ministère, etc. Encore une fois, parce que vous avez une dévaluation, non pas du franc CFA, mais une dévaluation de l'idéal démocratique. Et on en est au stade où quand vous discutez, c'est une expérience que je vis souvent avec mes propres étudiants, vous discutez avec ceux qui font et feront l'Afrique de demain, eh bien, les usages démocratiques, notamment électoraux, apparaissent quasiment comme un produit d'importation, voire, dans le pire des cas, comme un stratagème néocolonialiste. Et voilà où se trouve, à mon avis, le cœur du réacteur du doute que vous évoquiez à l'instant. Aujourd'hui, quand on regarde ces coups d'État et la typologie de ces coups d'État, comment attribuer les causes, et vous avez évoqué un certain nombre de ces éléments-là, c'est que pour pouvoir aller vers ce cycle de transformation qu'exige la situation africaine? Vous savez, récemment, c'était lors de la réunion des ambassadeurs à Paris, le président Emmanuel Macron a évoqué le concept d'épidémie de putsch. Je suis pour ma part totalement hermétique à cette métaphore médicale. Vous savez, épidémie, contagion, virus. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que, puisque le vaccin en l'occurrence n'a pas été découvert, ça induit une forme de fatalisme. Il y aurait une sorte de malédiction historique, bon, qui pour moi est une défaite de la pensée. Bon. Et deuxièmement, ce genre de généralisation tente à écraser
la divergence des racines et des motifs. Vous ne pouvez absolument pas assimiler le coup d'État à double détente du Mali, par exemple, celui du Burkina Faso, plus récemment celui du Niger, avec ce qui est advenu au Gabon, où il s'agit d'une révolution de palais et d'un règlement de compte à l'intérieur du clan. Est-ce que le Gabon a été sapé par le travail des mouvances djihadistes? Évidemment non. Est-ce que les institutions déjà précaires du Mali et du Burkina Faso ont subi ces assauts-là? Évidemment oui. Donc, encore une fois, assimiler cela à un phénomène de type épidémique, c'est s'interdire de penser les motifs profonds. Et pour moi, les seules analogies qui tiennent à ce stade, c'est d'abord une forme d'effet désinhibiteur. Le petit soldat gabonais ou nigérien, le sous-officier, l'officier, meurtri par son amertume, une carrière qui n'a pas atteint l'espoir qu'il nourrissait, eh bien, il se dit, après tout, ça a marché là-bas, pourquoi pas chez nous? Ça, c'est ce que j'appelle la désinhibition. Et la deuxième analogie, et j'y reviens très brièvement, c'est le fait que, dans tous ces cas-là, les putschistes font leur miel du discrédit de pouvoirs plus ou moins bien élus, voire pas élus du tout, adoubés ou soutenus par l'ancienne puissance coloniale ou l'Occident global, pour parler comme au Kremlin, et donc qui conduit à se dire, mais au fait, pourquoi pas essayer le jeune officier réputé intègre et patriote? Oui. Sauf que là, il y a urgence, il y a des menaces majeures, et on assiste au Sahel aujourd'hui à ce rouleau compresseur du djihadisme. Pourquoi n'a-t-on pas pris la mesure, ou en tout cas suffisamment la mesure de ce danger qui est en train d'avancer comme un feu roulant vers d'autres pays? Vous remarquerez au passage que le grand absent des débats du moment, the elephant in the room, comme disent les Anglais, l'éléphant dans la pièce, c'est précisément le projet totalitaire de nature djihadiste, qu'il soit incarné par la mouvance Al-Qaïda ou par la mouvance État islamique. Pendant ce temps-là, les stratèges de ce projet, d'un califat transnational sahélien par exemple, se frottent les mains. Ils n'ont même pas besoin d'intensifier leurs efforts. D'une certaine manière, ces aventures militaires travaillent pour eux. Et on le remarque d'ailleurs quand on regarde ce qu'est la promesse des putschistes. Vous avez un kit récurrent consistant à dire qu'il faut voler au secours d'une patrie en danger, que le danger en question est fondé sur une gouvernance médiocre et corrompue, et l'insuccès des politiques sécuritaires. Et c'est vrai que, à mon sens, c'est ce que j'ai perçu dans de très nombreuses conversations dans tous ces pays, avec des interlocuteurs de tout milieu socio-culturel. Au commencement était la frustration, l'incompréhension même. On vous a dit, à vous comme à moi, des dizaines, des centaines de fois, comment se fait-il que la 5e ou la 6e puissance militaire du monde, la France en l'occurrence, soit incapable d'anéantir une bande de va-nu-pieds djihadistes? Bon, raccourci hasardeux, parce que les va-nu-pieds en question, comme vous le savez, sont bien armés, bien équipés, aguerris, et ont une connaissance tellement parfaite de la topographie des lieux, qu'ils ont là une sorte d'avantage comparatif que la suprématie technologique ne parvient pas à accomplir. Mais c'est le constat. Il y a une sorte d'incrédulité, d'incompréhension. Très vite, vous glissez. L'incrédulité, mais c'est-à-dire qu'on voit que le choix de la France, ce choix militaire et sécuritaire, a totalement été un prisme déformant, et c'est ce qui explique le désastre qu'on vit aujourd'hui, ou que vit la région. Alors, je reviens tout de suite, simplement. Je voulais faire observer que de la perplexité, vous glissez à la frustration, de la frustration à la suspicion, de la suspicion au complotisme. Le tout étant évidemment alimenté, dopé par des vidéos délirantes, par des propos irresponsables, mais on n'est plus dans le domaine de la rationalité, là. Vous pouvez objecter
par exemple, sur l'affaire du charnier de Gossi, dont on se souvient tous au Mali, vous pouvez objecter des éléments factuels absolument irréfutables. Ils n'ont aucune prise sur une partie des opinions, parce qu'on est dans le domaine non plus de la raison, mais dans celui de la passion. Et je reviens sur votre remarque. Oui, il y a, contrairement à ce que certains persistent à dire, un échec de l'option sécuritaire qui avait été celle de la France et de ses partenaires. Oui, quand vous discutez aujourd'hui, y compris avec des stratèges militaires, ils admettent que, en gros, ils se sont acquittés, non sans bravoure, d'une mission impossible. Oui, beaucoup de mes interlocuteurs, politiques ou militaires, admettent aujourd'hui qu'il aurait fallu s'en tenir à l'intervention 2013 Mali, donc empêcher, enrayer la descente des phalanges djihadistes vers le centre du pays, puis Bamako, et ne pas étendre à 5 pays, à cette immensité sahélienne, un dispositif qui, même avec 4000 ou 5000 hommes, ne pouvait évidemment pas quadriller tout le périmètre. Oui. Alors, justement, vous nous ouvrez l'occasion de pouvoir pénétrer aujourd'hui. La France est au cœur de cette situation par sa présence. Est-ce que, peut-être pour mieux comprendre Macron et l'Afrique, et surtout la stratégie africaine de la France, et on le sait, il y a plusieurs acteurs, l'Élysée, le Quai d'Orsay, le ministère de l'économie et la société civile, la DGSE, plein d'acteurs qui sont... comment caractérisez-vous la manière de faire de Macron par rapport à l'Afrique depuis maintenant 7 ans? Mains acteurs, oui, certes, au moins sur le papier, mais un seul chef d'orchestre. Ô combien jupitérien. À mon avis, si Catherine Colonna, qui n'a pas, me semble-t-il, d'atome crochu particulier avec la Macronie, a été maintenue dans ses fonctions lors du récent remaniement, c'est certainement parce qu'elle était jugée indolore par Emmanuel Macron et son orchestre, son entourage immédiat. Il y a chez Emmanuel Macron quelque chose qui relève de la foi dans le pouvoir performatif du verbe. Il est en quelque sorte l'otage et la victime de sa virtuosité intellectuelle. Il pense un peu comme un Dominique de Villepin hier, qu'il suffit de faire preuve de force de conviction, de brio, pour infléchir le cours de l'histoire. Ben non. Ce que nous enseignent précisément les années écoulées, c'est que ça ne suffit pas. Deuxième remarque, je ne doute pas, je n'ai pas de raison de douter de sa sincérité lorsque, comme 3 de ses prédécesseurs au moins, il explique son ambition d'enterrer sans fleurs ni couronne les vestiges de la fameuse France-Afrique, d'ouvrir des partenariats équitables et respectueux, etc. Mais il rend inaudible ce message par des fautes politiques fondamentales, et je fais évidemment allusion, nos auditeurs et téléspectateurs l'ont compris, à cette initiative très malheureuse qui a consisté à se précipiter à N'Djamena pour aller adouber une succession dynastique, militaire et inconstitutionnelle. À chaque fois que je discute avec des décideurs ou des étudiants africains, ils me disent « Bon, Vincent, quel est le vrai Macron ? Celui qui nous promet un partenariat inédit, lui qui ne traîne pas, du fait de sa jeunesse, les arriérés de l'aventure coloniale, ou est-ce que c'est celui qui va avaliser, seul chef d'État occidental en la matière, l'arrivée au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno? Oui. On a en face de nous, notamment pour illustrer ce que vous disiez, c'est que le cas du Niger, c'est un cas test grandeur nature. Est-ce que aujourd'hui, quand on voit la complexité de la situation et peut-être demain aggravée par une intervention militaire, c'est que comment la France va pouvoir en sortir, parce que c'est un véritable piège, et comment voyez-vous la tendance, la suite possible? Écoutez, d'abord la France ne peut pas bouger un cil.
sauf à prendre le risque d'embraser davantage encore des opinions, en partie sincères, en partie manipulées par des acteurs locaux, des leaders d'opinion qui en font un fonds de commerce, ou des acteurs extérieurs. Et je ne fais pas seulement ici allusion à la Russie. Si vous voulez, sur le cas du Niger, je fais partie de ceux qui, depuis des années, disent et écrivent qu'en décernant en permanence à Mohamed Bazoum, le président élu, une sorte de brevet de loyauté, on lui rend le plus exécrable service qui soit. Parce qu'on le met en porte-à-faux avec une partie significative de sa propre opinion, notamment lorsque l'on se souvient des conditions dans lesquelles il avait pris la succession, par la voie des urnes, c'est vrai, de Mahamadou Issoufou. Et donc, si vous voulez, la difficulté aujourd'hui pour la France, c'est que elle ne peut pas apparaître, en tout cas publiquement, comme le moteur d'une intervention militaire au Niger. D'abord parce que la persistance rétinienne des générations africaines, c'est que lorsque la France est intervenue militairement, pendant des décennies en tout cas, ça n'a pas été pour voler au secours d'une démocratie en péril, mais bien davantage pour conforter un potentat réputé loyal et fidèle aux intérêts de la France. Et le grand paradoxe de ce moment, puisque on a en filigrane de notre conversation ce fameux sentiment anti-français, j'ai pour ma part tendance à évoquer davantage le ressentiment anti-français, le sentiment anti-français. On oublie que d'abord ce sentiment-là, bon, il a été amplifié, manipulé, certes, mais il repose sur une sorte de terreau assez sincère. Et on a une forme d'amour-haine, d'attirance-répulsion. Je suis frappé par un phénomène dont j'étais le témoin depuis assez longtemps, c'est que vous avez un interlocuteur africain, ouest-africain, d'Afrique centrale, sahélien, etc. Et dans un même souffle, il peut vous dire à quel point il juge pesant les arriérés coloniaux que j'évoquais tout à l'heure, et vous demandez si vous avez un tuyau pour faire en sorte que Fiston puisse atterrir à Sciences Po. On est là dans une sorte de schizophrénie, mais que, hélas, la France a entretenu. Et je termine sur un autre paradoxe. Si l'on regarde les faits et les chiffres, économiquement, linguistiquement, culturellement, politiquement, diplomatiquement, l'influence réelle, si on pouvait la quantifier objectivement, de la France dans ce qu'on appelait le précaré et dans l'Afrique en général, n'a jamais été aussi faible depuis l'ère des indépendances formelles des années 1960. Et, dans le même temps, ce ressentiment anti-français, qui peut confiner une forme de hargne et de haine, n'a jamais été aussi vivace. Et je crois qu'il faut effectivement s'interroger aussi sur ce paradoxe. Vous savez, ce continent, c'est 1,5 milliard d'individus. Il y a des richesses considérables sur ces 30 millions de kilomètres carrés, mais on voit qu'au-delà de la France, il y a des acteurs qui s'intéressent à l'Afrique. Ça va être, selon vous, le champ des rivalités qui vont encore souffler sur les forces centrifuges ? Oui, bien sûr. Et ça n'est pas nouveau. Il faut se souvenir que lorsqu'on nous parle de l'irruption de la Russie en Afrique, on fait preuve d'une forme d'amnésie volontaire. Il ne s'agit pas d'une irruption, il s'agit d'un retour. L'intelligence stratégique du Kremlin et du ministère des Affaires étrangères, avec également ses supplétifs de type Wagner, ça a été de réactiver des réseaux qui ont été tissés au moment des luttes de libération. Considérons qu'une partie de l'élite quinquagénaire, sexagénaire, septuagénaire africaine aujourd'hui a fait une partie de ses études à Moscou ou à Leningrad, Saint-Pétersbourg. Et déjà à cette époque, l'Afrique était un champ de bataille des influences. Alors, Est-Ouest, certes, mais à l'intérieur de la nébuleuse communiste, c'était aussi un champ de rivalité intense entre Moscou et Pékin. Et d'ailleurs, il faut remarquer que les stratégies
des deux géants, la Chine et la Russie, sont très différentes. La Chine, elle, déteste le chaos, l'instabilité. Elle préfère la stabilité, la prévisibilité, parce que le chaos, c'est mauvais pour les affaires. Et que le vecteur d'influence chinois, c'est avant tout sa puissance de financement illimitée au regard de ses réserves de devises. La stratégie russe est beaucoup plus militarisée et beaucoup plus proactive. On l'a vu, moi j'en étais le témoin quand j'avais, pour l'Express à l'époque, publié une longue enquête sur l'arrivée de Wagner, c'était en 2018, en République centrafricaine. Mais là encore, et je termine là-dessus, balayons devant notre porte. Si la Russie, après le Soudan, avec la Libye par exemple, a fait de la RCA, de l'ancienne Oubangui-Chari, sa tête de pont dans ce retour en force en Afrique, c'est avec la complicité involontaire de la France. D'abord, le démontage prématuré, au dire de mes interlocuteurs centrafricains de l'époque, de cette opération Sangaris, qui est une opération d'interposition. Et puis ensuite, parce que, avec une maladresse insigne, la France a soutenu à l'ONU la volonté russe d'obtenir une levée partielle de l'embargo, ce qui lui a permis de s'engouffrer dans la brèche en livrant du matériel, puis des instructeurs, et on connaît la suite de la chanson. Pour terminer sur une note optimiste, en tout cas une tendance qui trace de l'espoir pour pouvoir voir cette situation autrement. Selon vous, vous savez très très bien que les crises africaines d'abord dépendent des solutions africaines pour l'essentiel. Comment voyez-vous aujourd'hui cette projection, cette prise en charge par les Africains des problèmes? Est-ce que vous y voyez des éléments solides qui changent la perception? D'abord, je crois que c'est effectivement très judicieux de terminer sur cette note plus prospective. La tonalité de mon propos pourrait sembler excessivement pessimiste. Moi, je m'en tiens au constat. J'ai la conviction que la crise en cours sera longue. Il ne faut pas raisonner en années, il faut raisonner en générations. C'est-à-dire qu'il faudra le temps pour les sociétés africaines de mesurer que l'aventure putschiste est une illusion lyrique, que les régimes militaires ne sont pas plus performants dans les activités antiterroristes que les autres, et qu'ils ne fournissent pas la panacée en termes de gouvernance saine, de transparence et de prospérité. Mais si je suis plutôt circonspect à court terme, je suis assez optimiste à moyen et long terme, parce que je crois beaucoup à la capacité des nouvelles élites africaines, y compris lorsqu'elles auront fait l'expérience de cette illusion putschiste, sa capacité à imposer un nouveau type de relation à l'intérieur du continent, dans les sous-régions, et évidemment entre le continent et les pays qui le composent, et puis les partenaires occidentaux ou pas d'ailleurs. Même constat sur ce qui a pu beaucoup troubler, c'est-à-dire l'audience que recueille encore aujourd'hui la thématique anti-impérialiste d'un Poutine. Bon, il faut avoir là aussi un goût aigu du paradoxe, puisque il est en train de conduire aujourd'hui l'une des seules aventures coloniales de notre pauvre planète, aux dépens d'un pays souverain et voisin, agressé par ses soins. Donc tout ça, si vous voulez, ça suppose une maturité, ce qui est de réfléchir, de mettre les choses à plat, mais pour avoir la chance, encore une fois, de sillonner ce continent, d'être en contact permanent avec des acteurs d'aujourd'hui, mais aussi des acteurs de demain. Je pense à mes étudiants à Sciences Po, à l'École supérieure de journalisme de Lille, par exemple. Je sais que le potentiel est là. Et donc, que là encore, tous les raccourcis essentialistes sur une sorte de fatalité de la régression sont une sorte de reflet d'une forme de paresse intellectuelle, voire un souhait mal assumé de voir l'Afrique rester à la traîne.
Vraiment, on aurait aimé aborder bien d'autres sujets. Vous avez une originalité dans votre approche de l'Afrique, cette connaissance intime des faits et cette pensée iconoclaste en permanence pour corriger les conformismes. Merci Vincent Hugeux d'avoir été avec nous et d'avoir permis cet éclairage sur l'état de l'Afrique aujourd'hui. Merci à vous, Hichem, pour votre invitation et cet À très échange. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.